Bonjour et bienvenue sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Aujourd'hui, place à Grégory, le fondateur de Sommit. Alors Sommit, c'est quoi ? C'est un logiciel qui vous aide au quotidien à gérer vos boissons. Gestion des commandes, réception, gestion des stocks, ajout des références dans votre carte, ajout des références dans votre logiciel de caisse, formation des équipes, etc. etc. Et donc, in fine, Sommit vous aide à améliorer vos ventes sur les boissons qui sont généralement vos produits aux meilleures marges. Ça valait donc le coup que l'on en parle ici. Dans cet épisode, on va d'abord apprendre à connaître Grégory et comment, suite à un tour du monde du vin, il est passé du cabinet de conseil à l'entrepreneuriat dans le vin. Puis il va nous expliquer en détail ce que Sommit apporte concrètement aux établissements au quotidien pour optimiser la gestion des boissons souvent fastidieuses. Et puis vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Grégory ses bons conseils pour faire des boissons un atout de votre activité. Bien acheter, proposer de bonnes formules boissons, les tendances du moment et évidemment toujours avec un zoom sur notre activité de groupe et d'événements. Bref, les boissons sont un facteur clé de réussite de nombreux événements au même titre que la qualité de la nourriture et elles vous permettent de bien vendre tout en satisfaisant vos clients. Aussi, je vous propose de nous plonger dans le sujet des boissons et de l'événementiel pour vous aider à y voir plus clair. Bonne écoute! Bonjour Grégory et bienvenue sur le podcast La mafia des réservations de Booking Check. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu vas bien ? Oui, bonjour Clémence. Oui, je vais très bien. Écoute, là présentement, je suis dans le Luberon, avec un super paysage devant moi et des vignes, donc c'est parfait. Ah bon, magnifique. La journée commence bien. Exactement. Alors, ce que je te propose pour commencer, c'est d'un petit peu expliquer à nos auditeurs qui tu es, ton parcours, parce qu'il est assez intéressant et surtout il est vallonné de plein d'étapes très différentes. Donc, aussi bien sur l'entrepreneuriat, mais tu es aussi passionné d'œnologie. Oui. Donc, toi, tu as fait d'abord une école de commerce. Et ensuite, t'es passé sur un des premiers boulots de consulting en cabinet de conseil. Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, oui. j'ai fait mes études à Lyon. J'ai été diplômé fin 99 et je suis allé chez Andersen Consulting à l'époque, qui a depuis changé de nom. C'est depuis longtemps maintenant, ça s'appelle Accenture. Et Oui. j'ai fait du conseil en stratégie et ensuite en 2002 j'ai quitté Accenture parce que Accenture devenait une SS2I et on m'a proposé des jobs à Singapour ou ailleurs et enfin loin et j'avais pas envie à l'époque j'avais pas envie de partir. Donc Toi, t'étais bien en France. Oui, exactement. Et non, et surtout j'avais un projet à côté de ça, j'avais un projet musical et qui me prenait quand même du temps et donc je voulais pas le laisser. Donc j'ai choisi de m'y impliquer à fond et donc j'ai fait de la musique à fond pendant 2 ans. Alors juste pour préciser, voilà, c'est ça. Quand tu dis de la musique, c'est que t'étais musicien et compositeur, Oui, c'est ça ? exactement. Ouais, j'avais un groupe pour lequel j'écrivais les paroles et la musique. Voilà, et j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était un groupe d'une douzaine de personnes et on faisait beaucoup de concerts. Donc c'était un groupe de scène. Voilà, et on a fait ça pendant longtemps, hein, plus de 2 ans, mais on a fait ça en tout cas de manière à 100%. Sérieuse à 100% Oui. pendant 2 ans. Voilà, et après je suis retourné dans le conseil parce que en fait le statut d'intermittent ne me convenait pas.
Oui, Et la surtout, vie bohème. bah non, c'est pas que ça. J'aurais été tout seul, oui, mais le truc, c'est que enfin, Ah, voilà, il y avait j'étais, déjà une famille voilà, derrière. non, même pas, c'était même pas ça. C'était que la famille, c'était le groupe à l'époque, le groupe de 12 personnes, et que faire vivre un groupe de 12 personnes, Oui, c'est quand il même faut faire compliqué. beaucoup de... Oui, Ouais, voilà. Et bah, ça serait un projet de boîte en soi, hein, de faire vivre un groupe de musique de 12 personnes, bien et je sûr. voyais pas comment j'allais y arriver. Et ça faisait beaucoup de responsabilités. Donc du coup, je voyais pas comment j'allais le faire. Donc du coup, je suis revenu sur un job un peu plus conventionnel, en ayant bien en tête de créer une boîte, mais j'ai attendu de prendre en expérience et puis de voir différentes choses avant de le faire. Donc j'ai passé très vite du coup sur les 7 ans suivants où j'ai refait du conseil et j'ai effectivement appris beaucoup de choses. En particulier en 2007, j'ai travaillé avec le groupe Pernod Ricard sur la refonte de leur stratégie D'accord. d'innovation et c'est là que j'ai vu que dans le vin il y avait énormément de choses à faire parce que Pernod Ricard en France on ne sait pas trop, mais c'est un des 3 plus gros producteurs de vin au monde. Voilà, et c'est en travaillant sur la refonte de la stratégie d'innovation de leur branche vin que je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Et j'ai repris, pour la faire courte, j'ai repris mes études à Supagro Montpellier en 2011. Voilà, sur une formation qui est super intéressante, parce que c'était un tour du monde des vignobles. Alors Voilà, oui, donc ça c'était c'est assez en incroyable fait en, comme en- expérience. ouais, bah oui, oui. Enfin, c'était, en fait, c'est une super formation qui est pas très connue du grand Non, oui, public, moi j'en avais mais jamais qui entendu est parler. mais qui est connu qui est connu enfin des grandes familles de vignerons. En fait, c'est D'accord. l'Organisation internationale de la vigne et du vin. C'est l'organisme normatif des pratiques D'accord. vitivinicoles dans le monde, qui a créé un partenariat avec 25 universités dans le monde, dont Supagro Montpellier en France. Mais tu as aussi University of California Davis, qui est en Californie, donc qui est la référence Oui. sur l'œnologie aux États-Unis. En Chine, t'as Yantai, qui pareil est l'université de référence. Voilà. En fait, t'as des universités de référence un peu partout dans le monde. Et donc, à chaque fois, on est accueilli par l'université et on a, allez, 2-3 jours de cours plus académiques. Et puis ensuite, on fait des visites sur le terrain et on rencontre tous les acteurs de la chaîne. Donc, aussi bien les D'accord. petits vignerons que les grands négociants. Même en Corée du Sud, on va y voir les clubs de riches collectionneurs. Voilà, donc c'est en fait comme ça on voit un peu toute la filière vin. Et à cette occasion, j'ai aussi évidemment rencontré beaucoup de restaurateurs et de sommeliers. Et c'est Oui, là qu'est qui née était en l'idée de fait ce métier. avec toi dans la formation. Ouais, il y avait Gérard. Tes collègues de formation, quoi. C'est ça? Effectivement, j'ai rencontré. Oui. Bah oui, enfin, il y en avait dans la formation. Il y avait Oui. Dominique Et Laporte ceux que en vous particulier. rencontriez? Ouais, voilà. Donc j'avais des sommeliers dans la formation. Donc j'ai rencontré 2 sommeliers, 2 grands sommeliers. Donc Dominique Laporte, qui est le meilleur sommelier de France, et aussi un autre, et Gérard Basset, qui était donc le sommelier le plus titré du monde. Et c'est avec Mhm. lui que j'ai créé Summit en 2015. Voilà. Donc D'accord. cette formation m'a permis de mieux comprendre le monde du vin, mais aussi de rencontrer mon associé, voilà, et de toute façon de me faire un réseau dans ce monde-là, parce que c'est un petit monde qui est assez C'est un petit fermé. monde, oui. Voilà, et du coup, enfin bon, une fois qu'on a les clés, et ça c'est quand même une super clé d'entrée, ça permet de naviguer beaucoup plus aisément dans ce milieu-là. Ouais. Donc c'était un premier, on va dire un premier pas dans ce monde-là qui était qui du coup a été quand même un vrai comme un tremplin. Enfin, ça t'a permis d'un peu ouvrir tes ailes Ouais, bien sûr, sur ce monde, ce réseau. exactement. Est-ce que tu as des anecdotes un peu rigolotes sur des pays, des façons qu'ils ont de consommer du vin ou des choses un peu délirantes que tu as pu voir, quelque chose qui t'a marqué par rapport à ce tour du monde? Euh, Est-ce qu'il y a t'as En un fait, souvenir oui, oui, oui. Enfin, en fait. Non, mais ce qui m'a marqué, en fait, alors, ouais, ça va pas être une anecdote en particulier, mais de manière assez générale, moi quand même, Mhm. là où, en fait, je me suis rendu compte que les vignerons étaient des artistes. Enfin, moi, c'est un milieu qui me plaisait bien parce que j'ai fait de la musique, donc c'est quand même une artistique Oui, m'attirait et m'attire toujours. Mais en fait, les vignerons sont des artistes, et d'ailleurs qu'ils soient des vignerons très connus ou des petits vignerons, il y a quand même une grande part d'humain dans ce qu'ils font et justement une patte artistique, enfin sur leur manière de travailler la vigne, de faire le vin, etc. Et moi, j'ai trouvé ça très fascinant.
et puis je suis très admiratif de ces gens-là. En plus de ça, ils sont quand même très dépendants de la nature et du climat, donc Oui, énormément. comme Mhm. voilà, ils prennent, chaque année. Ils savent pas C'est un trop pari. comment ça va se passer, et c'est un pari, voilà, et enfin ils doivent lutter contre les éléments, voilà, après Ouais. contre les maladies de la vigne, contre les aléas climatiques, etc. Donc moi je trouve ça admirable ce qu'ils font, et justement ce qui m'a vraiment intéressé et fasciné, c'est que où que tu sois dans le monde, ils ont ça, enfin en fait ils ont ce point commun là, en fait, que tu sois en Une Argentine, en espèce Bolivie, de feu ou en sacré. Ouais, ou en Chine, Ouais. enfin voilà, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, et moi c'est ce qui m'intéressait. Enfin c'est pour ça que je voulais évoluer dans ce milieu-là. Enfin je voulais évoluer dans la musique il y a très longtemps, mais après j'ai voulu évoluer dans ce milieu-là grâce justement au feu qui anime c'est les gens qui travaillent dans Oui, ce métier-là. Et d'ailleurs tu retrouves ça dans la gastronomie aussi. Les chefs sont comme ça aussi, hein. complètement, Donc complètement. voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de bosser avec des gens comme ça. Voilà. Oui, moi, je comprends parce que c'est quelque chose que je ressens souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais Mm. senti que j'avais le talent ou le feu sacré personnellement pour accoucher d'une création, que ce soit un plat, un Mm. vin, un dessert. Mais par Mm. contre, les aider, les sublimer, les accompagner, du coup, c'était ma passion à moi parce que je trouvais que c'était Bah oui. Ouais, mais un tu as monde un raison. peu Bah, merveilleux. exactement. Bah, c'est bien de travailler au contact de gens comme ça. Euh, Ouais, complètement. Très enrichissant. Donc, juste avant Submit, t'as eu une première expérience entrepreneuriale Oui. dans le Alors monde du vin justement, avec. Oui, oui. avec un copain vigneron italien, c'est en fait il s'appelle Emilio Foradori, et Emilio, on a fait la formation de Supagro Montpellier là, de faire le tour du monde des vignobles Oui, le ensemble. tour du monde. Oui. Alors lui, il a la particularité d'être issu de la famille qui est en gros la famille phare de la biodynamie en Italie. D'accord, Voilà, c'est la d'accord. famille Foradori qui fait du vin dans le Trentin, Alors, des excellents vins. Et on a je monté me ensemble permets, donc je me ouais. permets juste une petite aparté parce que il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui c'est pas toujours très clair. Est-ce que en une phrase, tu peux nous expliquer le principe de biodynamie? Alors en fait le bio, donc c'est les raisins qui sont bio. Donc c'est un cahier des Oui, charges pour faire oui. des raisins bio comme on peut faire des pommes bio, voilà. La Comme on retrouve au biodynamie, c'est supermarché. voilà, par exemple. Et en fait la biodynamie, c'est encore autre chose. Alors pareil, ça répond le plus souvent à un cahier des charges. Il y a deux labels, c'est De Déméter label. et Biodivin. Déméter et Biodivin, donc c'est un cahier des charges, mais là c'est à la vigne en fait. Donc c'est le travail du sol. Et le travail de la vigne, c'est pas uniquement les raisins qui sont bio, finalement c'est le vignoble qui est en Toute la biodynamie. culture. Voilà, toute la pratique culturelle. Mhm. Voilà. Et donc c'est les démarches labellisées. Alors après il y a plein de domaines, en particulier en Bourgogne, qui n'ont pas le Oui. label biodynamie, mais qui sont en biodynamie depuis très longtemps. Le Mhm. domaine le plus connu au monde, c'est la Romanée Conti. La Romanée Conti, je crois pas qu'il y ait le label dessus. Enfin, j'en suis même sûr, il n'y a pas de label dessus. Par contre, eux, ils sont en biodynamie depuis des générations. Voilà. Donc après, quand les connaisseurs de vin, généralement, ils savent comment sont travaillées les vignes. Oui. Enfin, c'est quand même l'avantage Et des puis c'est vrai que sommeliers. Enfin, on va en parler après, pour mais nous, c'est l'avantage des pour sommeliers, c'est nous, qu'ils sont censés oui, vous renseigner. Voilà. c'est ça. Mais pour nos auditeurs, comme je sais qu'il y a des gens qui viennent de milieux, d'horizons très différentes et que par exemple, bah moi, ma spécialité, c'était d'être commercial événementiel. Bon, la biodynamie, ça peut être quelque chose d'un peu flou pour moi, par exemple. Donc, je trouve ça toujours bien de remettre les bases. Donc, tu es ami avec cet Italien Cet Italien, oui, Emilio. Ouais. qui a le plus grand domaine en biodynamie en Italie, c'est ça? Enfin, Oui, dont la oui, famille, enfin c'est c'est le ça, plus hein? grand, oui, enfin oui, Enfin, enfin le plus en tout cas grand, le c'est pionnier. le domaine, ouais, c'est le domaine phare en biodynamie en Italie. Et donc on a décidé de D'accord. monter, alors en fort de justement l'expérience qu'on avait autour du monde, on avait décidé de monter un négoce de vin étranger en biodynamie. Alors ça faisait quand même beaucoup de niches, voilà, mais c'était intéressant. On avait quand même pas mal de clients. On vendait les vins sous format box, 2 par mois. Et donc ça marchait bien. Par contre, on a eu d'énormes problèmes logistiques. Et en Mhm. fait, et ça tuait la marche qu'on pouvait faire. Bon, déjà sur les box, c'était dur sur des vins étrangers.
il y a quand même les importateurs, etc. Donc c'était dur de faire de la marge, et en plus avec la logistique, les coûts logistiques derrière, c'était un enfer. Moi j'avais quand même 15% des expéditions qui généraient des anomalies, donc des problèmes de service client, de logistique, etc. Ah oui. Ça coûtait une fortune, Énorme. et on perdait trop d'argent. Moi, je voyais pas comment on allait gagner de l'argent avec ça. Et d'ailleurs, tous les acteurs de la boxe qui étaient là à l'époque ont soit été rachetés par des grosses boîtes, comme mon copain Martin, là, du Petit Bal, qui avait fondé le Petit Ballon. Oui. Finalement, aujourd'hui, c'est sous drapeau vente privée. VP maintenant. Okay. Voilà, MyVT Box avait été racheté par Advini, qui est un énorme négociant en vin. Enfin bref, oui. Voilà, je pense qu'un entrepreneur seul avec le schéma classique de levée de fonds, etc., peut pas financer ça, en fait, pour que ça grandisse. Okay. Voilà. Et donc, du coup, c'est devenu quoi cette boîte? Vous avez juste arrêté ou tu l'as? Okay. Oui, j'ai arrêté. Okay. J'ai arrêté parce que je voulais partir sur une autre boîte, et moi, ça a été malhonnête de laisser ouvert cette boîte, alors que par rapport aux gens qui avaient investi dedans, etc., alors qu'en fait, non, mais vous avez pas cherché à revendre, par exemple? Non. Ce qui aurait pu être une stratégie. J'ai eu des touches, mais je t'avoue que j'ai pas. Oui, t'avais envie de passer à la prochaine étape, peut-être. Ouais. Oui, exactement. Disons que en fait, j'ai essayé à une époque de confier la gérance de la société à quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, ça m'a un peu découragé, donc du coup j'ai laissé tomber. Enfin, je suis parti sur autre chose. Et donc c'est là qu'arrive Summit. Exactement. Pardon. Je le dis correctement. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, parce que là pour le coup, je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui ont des problématiques auxquelles tu réponds. Donc je pense que c'est intéressant que tu nous expliques bien ce que vous faites. Alors Summit, c'est partie du problème suivant, c'est que le vin ou la boisson en général, c'est quand même le principal levier de rentabilité d'un restaurant. On va dire qu'aujourd'hui 80% des profits d'un restaurant viennent de la boisson. Et pour autant, il y a peu de gens qui s'en occupent bien. Alors les restaurants qui ont les moyens recrutent des sommeliers. Mais en France, quand tu vois le nombre de sommeliers qu'il y a par rapport au nombre de restaurants, en gros, tu as un restaurant sur 500 qui a un sommelier, donc c'est quand même très faible. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on fait au départ, c'était de se dire comment on fait pour que les restaurants qui n'ont pas de sommelier arrivent à tirer bénéfice des compétences d'un sommelier, mais sans en avoir justement par un outil qui est par une plateforme de service qui est Summit. Alors, au fil du temps, on a évolué parce que on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait, finalement, rendait service aux sommeliers, parce que l'essentiel de ce que fait Summit aujourd'hui, c'est l'accompagnement sur la gestion. Donc, c'est les commandes, la gestion des stocks, la gestion de la carte des vins, etc. Et ça, ce sont des tâches qui n'amusent pas les sommeliers, clairement. C'est des tâches administratives, ça prend du temps. Et ça les amuse pas, donc du coup nos premiers clients aujourd'hui sont les sommeliers, et on a déjà suffisamment de boulot à aller voir ces gens-là et à les convaincre. Donc on a commencé par ce monde-là finalement, alors que au départ c'était pas trop ce qu'on avait visé. Oui, vous aviez pensé plutôt aider ceux qui n'avaient pas de sommelier. En fait, vous êtes retrouvés à aider les sommeliers qui en fait avaient besoin mais c'est très bien, parce que ça veut dire que justement dans la gestion quotidienne de leur métier. Voilà, on apprend d'eux aussi pour enrichir nos services. Les fonctionnalités, et du coup, quand on aura les moyens d'aller chasser plus loin, justement sur les restaurants qui n'ont pas de sommelier, la solution sera d'autant plus complète qu'elle l'est au départ. Donc ça c'est le le premier point. Et plus simplement, en fait, le problème qu'on traite, c'est aujourd'hui, quand tu rentres une référence de boisson dans un restaurant, généralement tu la commandes au téléphone, tu la réceptionnes, tu as un bon de livraison, mais il est archivé nulle part. Ensuite, il faut rentrer la référence dans la carte des vins avec un prix de vente qu'il faut décider. T'as pas forcément la notion de quel est le bon prix. Tu dois rentrer la même info dans la caisse. Après, tu dois rentrer l'info dans un Excel quand tu fais un inventaire, quand tu le fais pas au papier. Voilà. Et en fait, c'est un enfer. En fait, tu rentres plusieurs fois la même information dans plein d'outils différents. Tu perds un temps fou, ça génère des erreurs parce que le gars, il a pas le temps, il le rentre dans la carte des vins, mais il oublie de le rentrer dans la caisse. Dans la caisse, c'est l'ancien millésime, c'est l'ancien prix, ça génère des erreurs. Enfin bon, en fait, nous on voit, enfin, je vais pas te donner de détails, mais enfin, on voit quand même des choses assez hallucinantes qui sont liées justement au fait qu'ils soient pas outillés. Voilà.
Donc De toute façon, le premier dans n'importe quel métier, plus on multiplie les répétitions d'une même information, plus on fait d'erreurs. Donc exactement. c'est pas c'est normal, ça me paraît complètement en fait quand tu évident. présentes un outil comme Summit, la première réaction c'est oui, mais on n'a pas envie de rajouter un outil en plus. On a dit mais attendez, vous rajoutez pas un outil en plus, vous remplacez 5 outils en un en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui vous utilisez mal Excel, vous utilisez mal Word, vous utilisez votre caisse, vous faites vos commandes par SMS, en fait vous allez tout faire au même endroit. Donc en fait on n'est pas là pour rajouter un outil, on est là pour en remplacer 5. Voilà. Donc du coup ça parle assez généralement aux restaurateurs. La grande évolution aussi qu'on n'avait pas forcément vue au départ de l'outil, mais aujourd'hui qu'on est en train de régler, c'est que il faut que ce soit connecté à la caisse. Et ça, pareil, c'est pas une mince affaire parce que les caisses sont pas réputées pour être des systèmes très ouverts. Hein, et aujourd'hui, nous, notre gros enjeu, c'était de se connecter aux caisses. Alors, on est en train de réussir à se connecter à beaucoup de caisses, voilà. Parce que c'est là, un deuxième problème. Plus de temps. Parce que, comme tu dis, c'est pas évident, mais en plus sur le marché français, je pense qu'il y a au moins une dizaine de caisses utilisées par les restaurants. Il y a 257 différentes. Caisses. Il y a 257 éditeurs de caisses. Je pense qu'il y a on va dire qu'il y a peut-être 10 leaders qui reviennent vraiment beaucoup. Alors, tu as raison. Je pense que allez, plutôt 15, mais t'as 15 éditeurs de caisses qui font 80% du marché. Je te le vends à 15. Voilà. Mais t'en as une quinzaine. Et en fait, t'as deux générations. T'as on va dire l'ancienne génération Micros. Alors ça c'est un peu entre les deux, mais en fait t'as Pied Électronique, Pointex, Léo 2, Vega, toutes ces caisses-là qui sont des caisses qui existent depuis longtemps, voilà, et qui ont évolué, mais qui restent encore sur des architectures techniques un peu obsolètes aujourd'hui. Et puis après t'as les caisses nouvelle génération. Les Tiller, Popina, l'addition, voilà, iCal2, tout ça, Cashpad, voilà, et toutes ces caisses-là qui sont plus ouvertes. Bon. Et au milieu de ça, après, t'as des gros acteurs. Alors, t'as des mutations. Par exemple, Pointex, c'était racheté par Trivec, qui est une société scandinave. Pas Pointex, pardon, ETC. ETC, c'était racheté par Trivec. Pointex, c'était racheté par Fiducial, qui est ancienne branche expert comptable de KPMG. Après, t'as Micro, c'était racheté par Oracle. Et donc, toutes ces grosses boîtes qui rachètent des éditeurs de caisses les font évoluer vers des systèmes plus ouverts avec des API, etc. Mais ça prend du temps. Voilà, donc c'est un milieu qui est en pleine mutation. Il y a des acteurs qui ont été très bons, qui sont arrivés au bon moment, comme Tiller, l'addition, etc. Voilà. Et donc c'est un marché qui pour nous est très morcelé. Nous on est complémentaires des caisses, voilà, mais il faut se connecter à plein de caisses et il faut maintenir la connexion et ça coûte de l'argent. C'est ça. Voilà. Donc ça. mais après c'est un travail titanesque. Ouais, ça apporte une valeur. Nous en fait pour tout te dire, on a produit en interne qu'on ne vend pas, mais on a produit en interne qui est juste un outil de connexion aux caisses. Voilà. Enfin, après, il est connecté à Summit, là, les clients le voient pas, mais on a dû développer vraiment un outil spécifique, un logiciel spécifique de connexion aux caisses. Ouais. Donc, c'est parce qu'avant, la façon dont on le faisait en direct sur le logiciel, tout ça marchait pas. Donc, on a vraiment, on a une équipe spécifique qui fait que ça. Et du coup, ça marche beaucoup mieux maintenant. D'accord. Alors, je voudrais juste reprendre si je prends un process comme tu me l'as décrit au début sur d'abord j'appelle mon fournisseur pour lui faire une commande, etc. Donc imaginons que je sois équipée avec Summit et que mon système de caisse ait fait partie de ceux qui sont déjà connectés avec Summit. Du coup, là aujourd'hui, est-ce que je peux contacter un fournisseur à travers la plateforme ou cette partie-là, ça reste encore, j'envoie un email, d'accord. J'envoie un email. Alors, en fait, comment ça se passe? Non, c'est même pas ça. Comment ça se passe? C'est, tu rentres la référence dans Summit. Donc, j'en sais rien. Là, on est on est dans le Luberon. Là, on va prendre le domaine, hier soir, j'ai bien un vin qui s'appelle Lacanorgue. C'est un vin du Luberon. Donc, tu vas rentrer Lacanorgue. C'est un domaine. D'accord. Voilà. Ça va te ressortir automatiquement l'appellation. Donc, c'est-à-dire que c'est un vin du Luberon. Que Luberon sans Provence. Parce que vous avez une énorme base de données avec toutes les références. C'est notre grande force. En plus des compétences de gestion, notre grande force, effectivement, c'est la donnée sur le vin. Donc, ça va te sortir tout ça, ça va te sortir donc, en fait, technique. je fais comme une recherche Google, mais dans Summit.
où je cherche ma référence et ça va me faire une proposition de référence que je vais pouvoir sélectionner. Ok, c'est clair. Exactement. Ça te fait ça. Et derrière, ça va te sortir une fiche technique. Aujourd'hui, si tu vas associer un fournisseur, quand tu vas rentrer cette référence, tu vas dire, moi, la Canor, je l'achète au domaine ou je l'achète, j'en sais rien, moi, je l'achète chez un agent, chez Métro, j'en sais rien. Bon, toi, tu l'achètes à qui tu rentres ton fournisseur. Là, on a une grosse base de données fournisseurs aussi, donc il se trouve que maintenant, on a quand même énormément de fournisseurs dans la base, donc automatiquement, on va te ressortir. Voilà. Et donc là, la prochaine étape qui arrive dans 6 mois, c'est qu'on te donnera les catalogues fournisseurs. Donc on te dira, si tu veux acheter la Canor, tu peux l'acheter au domaine, mais tu peux l'acheter à tel agent, tu peux l'acheter à tel distributeur. Voilà, ça c'est. Et l'étape d'après, c'est d'assurer la transaction. Donc là, on est vraiment sur une logique de place de marché, où en gros, on dira, tu peux l'acheter en direct. Cela dit, c'est par des soucis d'économie, c'est peut-être plus simple de l'acheter à tel distributeur parce qu'il a aussi telle et telle référence que tu as déjà dans ta carte des vins. Donc tu vas réduire déjà en termes de va réduire des coûts d'achat et surtout à terme moi ce que j'aimerais vraiment bien, enfin je sais que c'est dans l'air du temps, mais moi ce que j'aimerais vraiment bien, c'est leur montrer que non seulement ils économisent financièrement, mais aussi sur le transport, parce qu'en fait le transport du vin, c'est quand même si on parle de trace carbone du transport du vin, c'est quand même un produit qui est lourd. Quand tu reçois 6 ou 12 bouteilles, tu as des restaurants qui ont 300 fournisseurs qui commandent 12 bouteilles. T'imagines le coût, en termes de transport, la consommation d'énergie que ça fait. Enfin voilà, tu te dis bon, il y a peut-être moyen de rationaliser tout ça. Donc du coup, ça c'est des sujets sur lesquels, auxquels on réfléchit. On est vraiment très en amont. Hein. On en parle plus à la limite avec nos investisseurs qu'avec nos équipes, mais voilà, on essaye de voir comment on peut aussi contribuer sur ces problèmes-là. Oui. Donc du coup, j'ai mis ma référence que je veux commander. Là, aujourd'hui, pour l'instant, je contacte directement le fournisseur par lequel je veux passer. C'est ça. Tu lui passes commande, tu lui envoies un PDF, tu génères un bon de commande via Summit, donc c'est un PDF. Ah, ok. C'est un PDF, le bon de commande part directement par email à partir de Summit vers la boîte mail du fournisseur. Le fournisseur t'envoie les vins avec un bon de livraison. Le bon de livraison, tu le rentres dans Summit pour ça va être un bon de réception. Je peux faire une petite photo et ensuite le télécharger. Tu corriges la commande en gros. Hein. Tu dis voilà, moi j'ai commandé ça, voilà ce que j'ai reçu. Donc tu corriges et puis après quand tu reçois la facture, tu regardes si la facture est conforme à ce que tu as reçu. Bon là il y a des belles surprises. Aussi, donc ça c'est le process de commande. Le vin quand il est réceptionné, il va automatiquement rentrer en stock. Et là on va te demander si tu mets un statut, tu changes un statut, voilà. Tu vois, tu passes de en commande en stock. Voilà. Alors et après il y a 2 statuts. Il y a soit garde, c'est-à-dire que c'est un vin que tu veux garder, que tu veux pas encore mettre à la, tu veux faire vieillir, mettons, ou alors c'est un vin que tu veux vendre. Voilà. Et dans ce cas-là, il est à la carte. Et donc à partir de ce moment-là, il est en stock. Il rentre en stock. Tu définis dans Summit que ton stock quand il rentre, je sais pas, il va à la cave centrale, mettons, c'est le lieu de stockage cave centrale, donc il va automatiquement se mettre là. Et en plus, il va être dans la carte avec le bon prix et à partir du moment où il rentre en stock, donc avec un prix de vente, il est dans la carte et il est dans la caisse. Voilà. Automatiquement. Donc bien sûr, il y a une gestion de la disponibilité parce que tu peux dire moi j'ai 20 flacons. Au-delà de ça, il faut qu'ils sortent automatiquement de la carte. Exactement. Donc dès qu'il y a tu peux mettre des alertes, tu peux dire quand il me reste 6 bouteilles, je veux une alerte parce que je vais pouvoir faire un réassort, donc du coup tu as une alerte qui génère un bon de commande automatiquement. Et sinon quand c'est en rupture de stock, on te dit si c'est en rupture de stock, ça sort de la carte. Faut arrêter de le vendre. T'as une alerte. Voilà. Ok. Et ça paraît logique, la carte elle est sur c'est un iPad du coup Non, en fait, c'est soit une carte papier, soit en fait c'est un PDF. Donc tu peux imprimer. Que tu peux imprimer une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, comme tu dis, ça dépend de la rotation des vins. Et après, elle est effectivement également on a une application sur tablette. Voilà, donc la carte, elle peut être soit tablette, soit en PDF, soit un PDF consultable. Maintenant, tu fais beaucoup ça avec le Covid. Soit un PDF qui est consultable sur tablette. Voilà. Qui t'amène vers la carte des vins, et juste un PDF, mais sur tablette. Donc on fait tout ça. Ok, c'est clair. Super. Bon là, je pense que
J'espère que tout le monde aura bien compris parce qu'on a bien été dans le détail. Voilà. Mais après, tu peux gérer aussi, l'avantage, pour finir, c'est que tu peux gérer les vins au verre. Donc, tu peux créer à partir de ce mythe. Tu peux dire tel vin, je veux le vendre au verre. Tu crées un verre, donc ça crée le verre dans la caisse. Donc, quand tu vends le verre, ça déstocke le centilitrage du verre. Tu peux créer des cocktails. Donc, pareil, si tu fais un mojito, tu dis, il y a 4 centilitres de rhum dedans. Tel rhum, je sais pas, Bacardi, en fait, ça va te déstocker 4 centilitres de rhum Bacardi chaque fois que tu tapes mojito dans la caisse. Voilà. Donc tu sais exactement quel niveau de stock tu as en théorie, et quand tu fais l'inventaire, l'avantage c'est que tu vois le comptage réel et tu vois les écarts, et tu vois si ton staff, par exemple sur les cocktails, ils respectent les recettes, ou si c'est un peu c'est un peu olé olé, un peu déviant, Pareil sur les vins au verre, quand tu mets que tu fais 12,5 centilitres, s'ils servent tout le temps 15, à la fin de l'année, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, donc voilà, ils arrivent à voir tout ça. Et en fait, on essaie de leur fournir, au-delà des process de gestion un peu classiques, on essaie de leur fournir de la donnée, de l'intelligence, on va dire, pour que ils arrivent à mieux gérer et à gagner de l'argent. Oui, des outils un peu de management au quotidien des équipes par rapport à toute cette partie boisson. Ce qui, par exemple, parce qu'on pense au restaurant, tu nous as beaucoup parlé du vin, mais dans les bars, ils vendent à 95% des boissons. Si c'est mal géré, ça peut vite devenir très compliqué de faire survivre son établissement, je pense. Exactement. Tu avais parlé sur un autre, je t'ai écouté sur un autre podcast, et tu avais mis en lumière un sujet que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que tu disais qu'il y avait une genre de boîte noire complètement opaque entre le viticulteur et ensuite l'établissement bar-restaurant qui vend le produit, et qu'il y avait un espèce de on savait pas trop qui, que, quoi ou comment, les prix. Exactement. Et tu disais aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce que là, ça va vraiment concerner ceux qui nous écoutent, que souvent... Je devais être en forme ce jour-là. Oui. Tu dis... Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant parce que je sais pas si on en a tous bien conscience, parce que parfois on a la tête dans le guidon, on a nos habitudes avec nos fournisseurs, etc. On se pose pas forcément de questions. On remet pas toujours tout en question. En ce moment, les établissements remettent beaucoup de choses en question parce qu'ils ont besoin d'être très pointilleux sur leur structure de coûts. Et donc, je pense que c'est vraiment un sujet dont on doit parler, parce que c'était vraiment... je pense que c'est un point très stratégique. Et notamment, par rapport à cette boîte noire, tu disais, a priori, vous achetez souvent au prix très fort et pas forcément au bon prix. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu sais tout ça? Comment est-ce qu'on peut aider les établissements à améliorer Non, mais ce qui est effectivement, nous, ce qu'on voit dans les restaurants avec lesquels on travaille, c'est que t'as pas un restaurateur ou un sommelier qui va dire qu'il achète mal. Après, nous, on a la donnée, donc on voit quand même la réalité. C'est que les prix d'achat d'un restaurant à l'autre pour le même vin sont quand même très très variables. Voilà. Et sur des écarts qui sont pas anodins. Hein. C'est pas des écarts de 2%, c'est plutôt des écarts de 20-30%. Donc les prix d'achat sont très différents. Alors, mais après, il y a plein de... Le problème, c'est que tu as plein de facteurs qui jouent. Le premier des facteurs dans le vin, c'est justement la logistique. Donc, évidemment, c'est pas le même coût si tu achètes 6 bouteilles ou si tu en achètes 60. Donc, oui, j'allais dire, j'imagine que le groupe Ducasse qui commande à tel domaine pour 30 de ses restaurants, et l'indépendant qui a une brasserie qui il va pas acheter le même prix. Voilà, et ça, c'est normal. 1%, évidemment, ils ont peut-être pas les mêmes tarifs. Voilà. Mais pour autant, donc même si tu prends ça en compte, il y a quand même des gros écarts. Voilà. Donc après, il y a l'historique, il y a la relation avec le fournisseur. Si tu as fait 3 générations que on a le restaurant, que le grand-père a monté le restaurant, que le grand-père connaissait le vigneron, machin. Enfin voilà. Donc forcément, il y a pas les mêmes prix. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. Ce qui fait que tu peux pas non plus avoir un système. Quand on parle de boîte noire, tu peux pas avoir un système complètement ouvert où tu dis aux gens, voilà, le prix moyen d'achat de telle référence de vin, c'est 12 €. Et toi, merde, moi je l'achète à 18. Bah ouais, mais enfin bon, t'en achètes 6, t'as un nouvel entrant, t'as un nouveau client, voilà. Donc c'est peut-être normal que tu l'achètes 18 et que ton copain d'à côté l'achète 12, j'en sais rien. Enfin voilà.
donc on peut pas mettre ça en avant sur la plateforme parce que ce serait une Oui, information. vous pouvez pas rendre public les Non, prix d'achat. Oui, ce qui paraît normal. on peut pas en plus. Voilà. Mais cela dit, là où c'est vraiment boîte noire, c'est que le vigneron le plus souvent il met ses vins dans le réseau de distribution et il y a beaucoup d'intermédiaires entre le moment où il met les vins dans le réseau de distribution et le moment où ça arrive sur la carte au restaurant. Et sur la carte au restaurant, le vin, souvent, il a fait, allez, x4 dans le meilleur des cas. Enfin, en tout cas, je te parle pas des grands vins, hein, mais les vins de consommation courante. Ils ont fait x4, x7, parfois x10. Voilà. Et ils disent, mais comment ça se fait que moi, je vends un vin 4 euros et qu'il finisse à 40 euros sur une carte. Donc, ça c'est justement parce que, enfin, il y a un circuit de distribution, il y a trop d'intermédiaires et le vigneron, bah, il s'est dit, mais moi, je perds quand même énormément de valeur à le vendre 4 euros, et sachant que je le vends 4 euros aussi chez le caviste, ça finit à 10 euros, mais dans un resto, ça finit à 40. Alors, ce qui est le plus facile, et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit dans la presse, c'est que les restaurants arnaquent les gens sur le vin. C'est faux, en fait. C'est juste qu'en fait, ils achètent cher, et puis un restaurant, il fait sa marche sur le vin. Donc du coup, le restaurateur, il est obligé, alors d'autant plus aujourd'hui avec le Covid, enfin, il est obligé, enfin, pour gagner sa vie, bah, il est bien obligé de, de faire de la marge sur ses produits, hein. Donc, oui, voilà. Bah, de toute façon, il va pas vendre au vend, prix d'achat, hein, sinon il vit pas, hein, donc. bah, voilà, donc, Donc il est bien obligé d'appliquer une marge. ouais, mais en tout cas, c'est compliqué de savoir pour eux quel est le bon prix. D'autant plus que le client en face, le client final, lui, spontanément, les études montrent qu'il choisit le premier ou le second vin le moins cher à la carte. C'est difficile pour eux de bien faire tourner une carte des vins. Moi, je vois plein de restaurants qui ont 100, 200, 300, 500 vins. Sauf qu'en fait, ils ont une bouteille ou deux bouteilles sur chaque référence, et du coup, c'est dur à faire tourner. Enfin, voilà. C'est compliqué. Voilà. Donc nous, il y a plein de facteurs, on peut en parler des heures, mais il y a plein de facteurs qui rendent la gestion de tout ça compliquée. Et nous, on est là pour les aider. Après, quand on parle de boîte noire, c'est pour dire aussi que comme il n'y a pas vraiment de stade de vente des restaurants pour les vignerons, enfin ou même pour des marques comme Pernod Ricard, Heineken, Moët Hennessy, etc. Ils savent pas trop ce qui se passe dans les restaurants, ils savent pas comment c'est vendu, quand, à quel prix, etc. Nous, c'est vers cette donnée, on l'a. Donc on va pas aller leur dire que chez Tartampion le vin il est vendu à tel prix, voilà. Mais par contre, on peut leur dire, par exemple, faire un cahier des tendances pour aider le marché à s'améliorer. D'accord. Voilà. Et du coup, ce serait quoi ton conseil dans les grandes lignes, hein, parce que j'imagine que chaque établissement a des particularités. Mais là aujourd'hui, si quelqu'un nous écoute et se dit tiens, c'est vrai, peut-être que je passe pas par les bons canaux. Peut-être que, enfin moi je trouve que j'ai une carte sur mes propositions de vin, je trouve que je suis toujours un peu chère, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une bonne pratique pour essayer de passer par le bon canal d'achat et d'avoir un produit à un prix correct pour pouvoir le revendre à un prix correct? Est-ce qu'il y a quelque chose à impérativement regarder ou c'est un peu compliqué? Non, mais moi en ce moment, ce que je recommanderais quand même aux restaurateurs, vu les problèmes environnementaux, vu tout ça, enfin, moi je dirais aux restaurateurs déjà quand alors voilà, là moi je suis présentement en congé dans le Luberon, quand t'es dans le Luberon, bah en fait ta carte c'est tu fais local, donc en fait la moitié de ta carte ça doit être des vins de Provence. Et justement moi quand je viens ici, j'ai envie de découvrir les vins locaux, j'ai pas envie de boire du Bordeaux. Enfin voilà, je vis à Bordeaux, si je veux boire du Bordeaux, je sais très bien. Donc du coup. Donc déjà de faire local. Ouais, voilà. Donc de faire local. Et quand tu vas acheter justement, et c'est bien aussi diversifié d'avoir un peu de vin alsacien, bourguignon, etc. Mais par contre, quand tu achètes ces vins-là, de pas en acheter une ou deux bouteilles au fournisseur ou 6 bouteilles, parce que c'est un coût en termes de transport qui est colossal, un coût environnemental qui est colossal aussi. Donc de dire, bah, dans ces cas-là, bah, je passe par des intermédiaires là pour le coup, mais ça va coûter à l'unité, ça va coûter un peu plus cher que si je l'achète au domaine. Mais bon, je vais économiser sur les coûts de transport. Et donc, in fine, ça va être peut-être plus intéressant de regrouper. Je sais que, par exemple, dans la région, alors c'est pas exactement dans le Luberon, mais vers Montpellier, t'as une structure qui s'appelle CAF 41. S'il y a des restaurateurs qui nous écoutent qui sont dans la région du Languedoc-Roussillon, ils doivent les connaître. S'ils les connaissent pas, faut qu'ils les connaissent.
Ouais, c'est super. Ils regroupent enfin pas tous, mais ils regroupent une grande partie des grands vignerons du Languedoc-Roussillon. Et tu peux commander chez eux en panaché, 3 bouteilles, 6 bouteilles, etc. Et ça, c'est super parce que enfin voilà, ça te permet quand même d'optimiser sur les coûts de Complètement. transport. Et même, je pense que tu te fatigues moins sur tes commandes parce que quand tu dois commander, si tu veux passer sur tout en direct et que t'as pas quelqu'un qui est dédié à ça, un sommelier ou un assistant maître, parce que parfois il y a pas de sommelier, mais il y a des maîtres d'hôtel ou des assistants maîtres d'hôtel qui sont quand même très axés sur la partie vin et qui s'occupent de tous les fournisseurs. Enfin, je pense que devoir appeler 50 fournisseurs différents, réceptionner 50, Ouais. même En fait, non si mais déjà l'impact est mauvais sur notre environnement, mais aussi sur son business, c'est un gros travail pour récupérer 3 bouteilles, c'est pas forcément et c'est délicat. De toute façon, efficace non en plus. fait, enfin, c'est comme sur tous les sujets environnementaux, c'est très délicat. Tu vas dire à un restaurant 2 ou 3 étoiles Michelin, c'est super, hein, ton boulot de mettre que des vins en biodynamie, mais enfin, tu les commandes par 3 à des mecs qui te les envoient par UPS. Enfin, d'un point de vue environnemental, t'as beau mettre du bio, tu crames tout en fait avec la façon dont tu t'approvisionnes. Voilà, donc c'est délicat de faire ça. Après, quand t'es sommelier, et c'est bien naturel, et c'est aussi une des limites du raisonnement, c'est que tu as envie de connaître les vignerons avec qui tu travailles. Donc du coup, les connaître, c'est aller les voir et c'est leur acheter du vin en direct. Dans la tête des sommeliers, c'est ça. Donc t'as pas beaucoup de sommeliers qui disent bah moi je vais aller visiter les domaines, je vais connaître le vigneron, mais par contre je vais passer par métro pour acheter le vin. Enfin voilà, c'est un réflexe Par qu'ils n'ont contre, pas. Ouais. moi, ce que j'ai connu sur ce modèle-là, parce que j'ai travaillé en étoilé, on passait par des courtiers en vin qui nous emmenaient dans les domaines, rencontrer les viticulteurs, mais on groupait les commandes sur le Ouais. courtier. Bah ça c'est bien. Après, il faut Voilà. voir, c'est aussi le courtier, c'est pareil. Le courtier, normalement, il stocke pas, donc. Enfin, ça dépend des courtiers. Donc, enfin, en tout cas, tout ça Ouais. pour dire que c'est Enfin, quand même très, très, très compliqué. ok. Voilà. Et l'idée, Donc c'est qu'on le on les aide conseil, là-dedans. c'est essayer de mettre en valeur vos producteurs locaux qui sont autour de votre établissement. Et là, de Et bosser en puis quand direct. vous voulez voilà, et quand vous voulez sortir de votre zone, essayez de grouper avec un fournisseur de confiance qui va vous permettre de panacher différentes régions pour pouvoir proposer 2-3 autres Ouais. étiquettes Ça, ou c'est le même conseil quand on a. les commandes d'alcool, de Hmm, spiritueux, exactement. etc. Ça, c'est le conseil Super. quand tu as un restaurant classique, que tu as moins de 200 références, hein, ce qui doit correspondre à 99% des restaurants. Après, quand tu Ouais. commences à être la tour d'argent et que t'as 5000 Oui, références, là, évidemment, c'est c'est une un autre autre monde. histoire. Mais voilà. Mais bon, voilà. Sinon, oui, effectivement, le conseil pour un restaurant classique, c'est ça. Super. Bon bah voilà un premier conseil. Alors on a déjà évoqué donc j'avais une petite question sur le fait que les boissons soient toujours des produits très intéressants en termes de marge, mais on en a déjà parlé. Donc on vous confirme bien que les boissons en termes de marge c'est quand même intéressant, mais normalement la plupart d'entre vous doivent le savoir. Alors si ça te dérange pas, moi je veux bien qu'on regarde un peu toute la partie événementielle. Et alors Ouais. là, pour avoir travaillé, que ce soit en restaurant, en hôtellerie, sur des lieux événementiels, la partie boisson, c'est une partie importante sur un événement. Que ce soit parce que c'est un dîner assis et que du coup, en France, moi j'ai jamais fait de groupe en repas assis sans vin. Euh, Mmh. Enfin Je te voilà, confirme. ça m'est jamais Ouais. arrivé. Mais aussi sur des cocktails dînatoires ou sur des formats Mmh. debout, souvent il y a des stations bars où il va y avoir aussi bien du vin que des cocktails, etc. Donc pour moi dans l'événementiel, les boissons c'est quand même un facteur clé de réussite de l'événement. Et j'ai toujours trouvé que c'était un peu bancal. Pas toujours, hein, mais souvent,
le restaurant va avoir par exemple une super carte des vins, des cocktails très sympas à la carte, etc. Et dès qu'il nous fait un événement de groupe, bah, c'est beaucoup moins sympa sur la partie boisson. Mm. Je me suis toujours dit que, tu vas me dire si tu es d'accord, que les boissons dans l'événementiel, donc par exemple quand un client reçoit une proposition avec un menu et un forfait vin, que c'était une façon de se démarquer de sa concurrence en proposant des vins sympas, sans forcément. Je sais que parfois sur les forfaits vins, on veut proposer une grille tarifaire avec plusieurs packages pour permettre au client d'avoir quelque chose d'accessible et qui correspond à son budget. Mais je pense que même avec des petites étiquettes, on peut faire des choses très sympas. Et du coup, je me demandais si par rapport à ça, tu avais des recommandations, parce que il y a une gestion du volume qui est un peu différente si on fait beaucoup de groupes. Donc j'imagine qu'il faut quand même travailler avec des domaines ou avec des fournisseurs qui vont pouvoir suivre au niveau du volume de certaines références. Alors sur les spiritueux, c'est moins compliqué, mais sur les vins, ça peut peut-être l'être un peu plus. Est-ce que t'as des conseils sur comment choisir En fait, alors, oui. non, oui, alors pour répondre à ta question, moi j'ai pas ton expérience sur l'événementiel, mais c'est plus du ressenti. Enfin, je suis comme, enfin, le constat aussi, je l'ai déjà vu. Hein, effectivement, quand les restaurants font des banquets, ou là, c'est pas toujours les meilleurs vins de leur carte qu'ils mettent en avant. Après, c'est souvent même des vins qui existent pas à la carte, d'ailleurs. Ouais, voilà. Mais après, tu as des injonctions contradictoires. Le client sur un banquier, enfin, quand c'est une entreprise, ou même pour genre, je vois pour des mariages, des choses comme ça, en fait, les clients, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur rapport qualité-prix, parce que c'est du volume, donc ils veulent des vins pas trop chers, mais plutôt bons. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué quand t'as un client qui dit, moi, je veux pas mettre plus de 10 euros dans une bouteille de vin. Quand t'as un restaurant à 10 euros, c'est-à-dire que le vin, en gros, tu l'achètes 3 euros. Donc à 3 euros, soit tu vas dans des petites appellations, et pour moi, c'est un peu la porte de sortie de tout ça, c'est que quand tu vas dans des petites appellations et tu peux avoir des bons vins à 3-4 euros. Après, si tu veux un bon vin, je sais pas moi, un bon Côtes-du-Rhône à 3 euros, c'est chaud. Enfin, c'est compliqué de trouver un bon Côtes-du-Rhône à 3 euros aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, ça dépend vraiment. C'est là que le rôle de conseil, c'est un peu comme un sommelier, hein, quand tu fais de l'événementiel. Le rôle de conseil du traiteur ou de la personne qui organise les événements, il est clé. Vaut mieux dire, écoute, je vais pas te vendre un Margaux à 12 euros, hein, parce qu'en fait, ça va pas être terrible. Par contre, dans le sud-ouest, pas loin de Bordeaux, les côtes du Marmandais, les côtes de Duras, etc., c'est des plus petites appellations avec des super vins. Alors peut-être que quand ça va arriver sur la table, va pas y avoir l'effet waouh, mais en tout cas dans le verre, les gens vont apprécier, parce que les gens vont être contents. Les vins sont super bien faits. Moi, je suis pas sûr en plus que lors d'un événement, les gens regardent vraiment ce qu'il y a sur la table, à part vraiment Non. Enfin, quand t'as les moyens de mettre des grands vins. C'est très rare. C'est le cas c'est le cas vraiment sur des tout petits, plutôt des petits groupes, sur des restaurants étoilés, par exemple. Un groupe d'un dîner de 15 personnes sur une table étoilée. Oui, il peut y avoir des connaisseurs qui vont regarder les références qui vont être mises, mais on est sur 15 personnes, c'est gérable. Sur un mariage de 200 personnes, je pense que les gens, on leur a servi du champagne. 95% d'entre eux seront incapables de savoir quel champagne. Est-ce que c'était un crément? Est-ce que c'était un champagne? Voilà, parce qu'on voit quasiment jamais les bouteilles, parce qu'on est servi à la coupe, etc. Donc bref, il y a des plateaux qui tournent. Et après, quand tout le monde a déjà commencé à boire son champagne et dans l'euphorie, très honnêtement, je pense que les vins qui sont sur table, voilà, pour moi, je suis quasiment sûre que. Et en plus, c'est vrai qu'avec toutes ces mouvances de vins naturels, la biodynamie, les vins bio, etc., il y a beaucoup de petites étiquettes, des petites,
je veux dire des vins qui sont pas forcément des noms très connus de parcelles en premier cru, etc. Voilà. Enfin, c'est des noms qu'on connaît pas forcément. Et je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à avoir quelque chose. Ils vont se dire, oh bah tiens, je connais pas, mais si c'est bon, c'est bon. Donc, après, ouais, en effet, je pense que c'est pas. C'est un peu le même conseil que ce que je disais tout à l'heure sur le local. C'est quand t'es en Bourgogne, effectivement, tu peux dire, bah, je suis en Bourgogne, je vais prendre un Gevrey-Chambertin, sauf que ça coûte super cher pour un événement. Enfin, si tu prends beaucoup de bouteilles, à moins que t'aies les moyens, voilà. Après, tu peux aller prendre Irancy, ou du Pastougrin. Enfin, t'as des super bons vins sur des appellations qui sont moins prestigieuses. Exactement. Et qui sont abordables. Et pareil, quand t'es à Bordeaux, bon, là, dans la tête des gens, Bordeaux, c'est forcément des grands crus classés, alors qu'en fait, c'est 2% de la production bordelaise, même pas. Et à côté, t'as plein de super Bordeaux qui sont à moins de 10 euros, qui sont, enfin voilà, c'est de la bombe atomique. Donc du coup, mais sauf que, bah, et c'est pas les vins auxquels les traiteurs pensent dans les événements. Et souvent, quand tu fais du volume, bah, t'as tendance plutôt qu'appeler le producteur ou te creuser la tête, t'as tendance à aller prendre des trucs en grande distribution, en foire au vin avec des gros volumes et tout. Et faut pas faire ça. Enfin voilà. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de se faire est-ce qu'il y a pas des alors moi je suis pas fine connaisseuse sur tout ce monde-là, mais est-ce qu'il y a pas des genres de consultants qui peuvent t'aider? Est-ce qu'il y a pas des professionnels qui peuvent t'aider qui vont te proposer un échantillon de vin pas forcément les plus connus, mais qui bah, nous typiquement on pourrait faire ça. Nous on pourrait, enfin on pourrait faire l'éditorial et Summit, on pourrait dire voilà, vous faites un mariage en Bourgogne, bah voilà les appellations un peu méconnues de Bourgogne, voilà les grands vignerons, les vignerons qui travaillent bien en bio, mettons dans ces appellations-là, parce qu'on les connaît, enfin voilà, et le prix, voilà. Et si vous voulez des vins à moins de 10 euros dans telle région, bah vous pouvez. D'ailleurs, il y a des prescripteurs qui font ça, Béthane et de Chauffressage, on a Revue du vin de France, ils font ça de temps en temps aussi. Enfin, il y a des prescripteurs qui disent c'est quoi les meilleurs vins à moins de 10 euros, etc. Le problème, c'est que vous cherchez l'information comme ça sur Internet, je pense que vous la trouvez pas. Voilà. Donc c'est ça. C'est que je me dis demain, là, imaginons, on a un propriétaire de lieu événementiel qui se dit oui, en effet, nous, on n'a peut-être pas la meilleure proposition de valeur sur notre forfait boisson. Comment je fais pour changer? Comment je fais pour être conseillé? Parce que je suis pas un fin connaisseur, je connais pas les petits domaines, les étiquettes moins connues, mais qui vont quand même pouvoir me suivre au niveau du volume. Je regarde où, je contacte qui, je fais comment? Et je me dis, c'est un problème d'accès, le problème d'accès aux produits, qui est un gros problème du vin, quoi. Tous les vins qu'on vous recommande dans la presse, machin, etc., bah, c'est super, mais en fait, vous savez pas où les acheter, et puis ils sont jamais disponibles nulle part. Donc, voilà, c'est un problème. Mais après, enfin, voilà, il y a sans doute, oui, il y a plein de choses à faire. Je t'avoue que c'est pas le cœur de notre activité, mais il y a sans doute plein de choses à faire. Après, voilà, c'est toujours, effectivement, on a la chance, dans des pays comme la France ou l'Italie ou l'Espagne d'avoir du vin un peu partout. Quand tu te maries en Bourgogne ou quand tu te maries en Provence, bah tu prends des vins du coin, enfin voilà, et puis tu trouves toujours des bons producteurs qui travaillent bien, pas trop cher. Voilà, faut juste pas vouloir taper les grandes appellations. C'est comme effectivement tu disais, tu parlais de champagne ou crément tout à l'heure. Moi, c'est quand mes copains me disent tiens, je me marie, je veux des champagnes mais à moins de 10 euros, je leur dis bah prends les créments parce qu'en fait champagne à moins de 10 euros, tu vas pas trouver grand chose. Et puis il y a des créments de grande qualité. Il faut pas toujours penser que c'est de la piquette. Il y a des créments où honnêtement à l'aveugle on sait pas. On sait pas si c'est un crément ou si c'est du champagne. Moi j'ai vu beaucoup de gens se faire avoir. Donc et même préférer le crément au champagne sur des dégustations à l'aveugle. Donc n'ayez pas peur des créments. Ok. Et donc du coup en fait, juste pour clôturer sur ce sujet-là, t'as pas vraiment de recommandations aujourd'hui pour dire
aller voir ce type de professionnel pour vous faire conseiller sur les vins que vous allez acheter pour toute si, je cette peux te donner partie-là. des noms. Je peux te donner des noms. Avec plaisir. Non, mais t'as quand même aujourd'hui, si t'as les Grappes Pro, c'est quand même un super site pour avoir accès à plein de vignerons qui travaillent bien dans plein de régions différentes. Ok. Voilà, donc si, voilà, les Grappes. Donc les Grappes. Voilà. Super. Moi, voilà. Et puis beaucoup, après, n'hésitez pas à aller vous promener. On peut aussi dire à nos écoutants que faites-vous une journée cave. Souvent, on découvre des très jolis coins. Exactement. Et en plus, vous allez découvrir des domaines et peut-être pouvoir travailler en direct avec quelqu'un qui est à côté de chez vous et ça va beaucoup plaire à vos clients. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que par les boissons, vous pouvez vraiment avoir un avantage concurrentiel. Donc, je pense que ça vaut le coup de se creuser la tête. Et on a d'ailleurs des clients qui ont des lieux événementiels, qui ont des super propositions, que ce soit sur leurs boissons sans alcool, que ce soit sur leur bière, que ce soit sur leur vin, et qu'ils les mettent en avant, etc. Qui font des portraits sur les producteurs, et tout ça, ça crée une image de qualité de la marque du lieu qui est énorme. Donc, je pense que Grégory sera d'accord avec moi, mais creusez-vous la tête sur les boissons. Je pense que ça vaut le coup. Exactement. Alors, une autre question, je sais pas ce que tu en penses. Pareil, sur l'événementiel, souvent on fait des forfaits boissons et on propose 3 forfaits boissons différents en fonction du format, etc. Et on propose des prix différents. Et alors, pareil, un peu comme je te disais sur l'événementiel, parfois les références qui sont proposées en vin, c'est un peu étrange et c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Quand on voit les différents packs qui sont proposés, pour le client, c'est quasiment impossible de savoir pourquoi le pack A est moins cher que le pack B, qui est moins cher que le pack C. Et il y a pas de, c'est très difficile de comprendre pourquoi il y a des prix différents. Est-ce que toi, par rapport à tout ce que tu vois dans les restaurants, etc., tu conseillerais aux gens de faire des différents packages sur boissons en mettant en avant plus ou moins de quantité, en disant le pack A, on va mettre un apéritif, un vin blanc, un vin rouge et j'en sais rien, un cocktail, je dis n'importe quoi, et le pack B, on va rajouter encore une autre boisson, on va mettre des softs à volonté. Ou est-ce que tu penses que on peut arriver à faire des packages où les prix vont être différents, mais on va comprendre que c'est des gammes différentes. Et du coup, est-ce que tu penses que, par exemple, il faut faire un descriptif des vins, des domaines, expliquer? Parce que en termes de vente, quand t'envoies un PDF à ton client avec un forfait vin, avec 3 prix différents et que t'expliques pas, parce que t'as pas les gens dans ton restaurant. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est un peu du marketing, mais on revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est en gros, moi, ce que je ferais, c'est que je proposerais une formule avec des boissons locales, un circuit court, pas forcément justement, juste pas forcément cher, en disant c'est pas cher et en plus c'est en circuit court, donc voilà, avec des vins, et puis effectivement une description du vin, comment travaille le vigneron, etc. Parce que c'est intéressant pour décider d'avoir ce type d'information. Et une formule beaucoup plus haut de gamme en disant après si vous voulez du champagne, des grands Bordeaux, etc. C'est juste beaucoup plus cher, voilà, mais en tout cas on vous donne l'info, le choix, et voilà le choix. Et après pareil, c'est en circuit court, je sais pas, ici on est en Provence, voilà, l'appellation Luberon ou Ventoux, c'est moins cher que l'appellation Bandol. Voilà, donc dire si vous voulez travailler travailler avec des boissons locales, il y a effectivement découvert les petites appellations méconnues, voilà, et tel vigneron, et puis après si vous voulez travailler avec des plus grandes appellations,
Voilà, c'est une formule intermédiaire. Et ensuite, si vous voulez des grands Bordeaux, des grands Bourgognes et des grands Champagnes, bah, c'est beaucoup plus cher. Mais au moins que le client comprenne la différence de prix. Voilà. C'est sûr que dans ce que tu dis, Oui. moi, je suis pas familier de tout ça, mais dans ce que tu dis, il semblerait que les différences de prix soient pas forcément expliquées. Donc, si on market bien son offre, on peut expliquer. Enfin, si on market bien, c'est assez limpide en fait. Oui. Donc, je pense, si toi tu parles avec beaucoup de restaurateurs autour du vin, etc. Je pense que les consommateurs finaux seront au contraire friands d'avoir des explications sur le forfait vin. Non, je pense que tu peux tout à fait mettre un petit encart pour expliquer qui est le domaine, sur quel type d'appellation on est, et est-ce que c'est une appellation plus ou moins on va dire célèbre qui va expliquer que on est plutôt sur des prix plus ou moins chers. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des tendances au niveau des boissons en ce moment? On parlait au début, tu disais on avait fait donc une box sur la biodynamie. C'est des choses qui reviennent beaucoup en ce moment. Mais est-ce qu'il y a des grandes tendances en ce moment sur les boissons? Oui, pour moi, les grandes tendances que je vois, c'est effectivement, les cartes de vin sont de plus en plus orientées vers le bio, la biodynamie, ça c'est sûr. Ensuite, dans les spiritueux, la tendance, ça c'est pas, je pense que tout le monde le sait, mais c'est que t'as une diversité d'offres en termes de spiritueux qui est énorme maintenant. Enfin, avant, je pense qu'un restaurateur, il y avait 5 marques de gin, 5 marques de cognac, et puis c'était fini. Aujourd'hui, tu as de plus en plus t'as plus en plus de marques différentes. La bière, c'est pareil. En bière, nous on voit une explosion des marques de bière. Voilà, on voit une explosion le des marques cidre. avec des sur la bière avec des marques locales aussi, des microbrasseries locales qui sont mises en avant par les restaurateurs. Donc ça on le voit. Ça on le voit dans les cartes. Effectivement que c'est quand même de plus en plus varié. Et c'est très bien. Ça fait notre diversité. Et est-ce que tu vois, parce que comme vous avez accès à beaucoup de données de la part de vos clients, est-ce que tu vois un établissement qui va avoir une sélection peut-être avec des marques de spiritueux sélectionnées, des bières locales, etc. Est-ce que il y a une différence au niveau des ventes? Est-ce que ça a un impact vraiment quand la carte est un peu trendy ou est-ce que c'est pas significatif? En fait, si tu fais ça, mais qu'il n'y a pas de conseil derrière, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Donc ça dépend vraiment des équipes. La mise en valeur. Pour moi, un bon sommelier, c'est un bon vendeur et il arrive à vendre ce qu'il veut. En fait, s'il a choisi un vin ou un gin ou une bière, voilà, s'il l'a choisi, qu'il y croit, il va arriver à te la vendre. Et même si tu dois mettre 10 € de plus que ce que tu avais prévu dans ton budget. Voilà. C'est pas dur. Sur le même principe, un barman aussi. Enfin, j'imagine qu'un barman, s'il a fait sa sélection de spiritueux, il va aussi réussir à vendre son cocktail. Exactement. Mais il faut avoir envie de le faire. Enfin voilà. Et tout le monde est en restauration. Tout le monde n'a pas envie de vendre et de mettre en avant les produits, etc. Pourtant c'est ce qui marche. Nous souvent on a des débats. Alors parfois j'ai des débats, pas houleux, mais je réponds sur les réseaux sociaux quand on fait des trucs, quand on dit qu'on aide nos clients à faire plus 10 ou plus 20% de chiffre d'affaires. À chaque fois c'est en gros le message, les réponses c'est ça c'est vraiment du discours commercial de bas étage, etc. Mais en fait je leur explique, mais quand tu vas au restaurant, tu dis tiens je vais mettre 40 € dans une bouteille de vin. Quand tu vas dans un bistronomie, voilà, c'est environ ce que tu mets, 30-40 €. Oui. Donc, 20% de 30 ou 20% de 40, c'est 8 € en plus. Moi, je peux te dire que quand t'as un sommelier qui vient à ta table et qui te vend un vin à 50 alors que t'as prévu de prendre 40, s'il te le vend bien, tu mets 50 ou 60 € sans problème. Voilà. Donc, du coup, faire plus de 20%, c'est juste du conseil. Voilà. C'est juste avoir quelqu'un qui vient à ta table, qui te vend une histoire, qui te vend un produit, c'est juste ça. Et ça, pour ça, faut avoir des billes, faut avoir le temps de former les gens, faut avoir le temps de se renseigner sur les vins. Et le problème, et c'est une conséquence indirecte de ce qu'on fait avec Summit, c'est que ce temps, tu l'as si tu passes pas ton temps à rentrer à la même information dans 5 ou 6 outils différents. Ton temps, tu le réalloues justement, voilà, à faire, tu réalloues ton temps à te renseigner sur les vins que tu vends, à former ton staff, etc. Et c'est là que tu as un impact fort sur le chiffre d'affaires. Voilà. C'est pas juste parce que tu prends un logiciel que tu fais plus 1%, mais c'est juste parce que tu alloues mieux ton temps
Et ça, c'est pas, enfin, c'est encore une fois, c'est une conséquence indirecte. Mais c'est, en fait, c'est pas difficile de faire plus 20% de chiffre d'affaires sur les boissons. Et surtout quand tu fais x4 ou x5 sur les boissons, bah en fait, l'impact à la fin de l'année sur les marges, il est colossal. Voilà. Et ça, les restaurateurs, ils ont du mal à le conceptualiser. Voilà. Donc nous, on les aide à conceptualiser ça. Bah c'est super parce que tu me permets de faire une transition très facile. On est content aussi de vous annoncer qu'avec donc que Booking Check va s'associer avec Summit justement pour continuer à vous prodiguer nos bons conseils sur justement toute cette gestion des boissons et à optimiser. Donc on est en train de préparer une petite série et tous les mois on aura un petit sujet très court, très précis pour vous permettre soit d'optimiser, soit de rendre plus attractif, soit de vous former, soit d'avoir une gestion plus sereine sur toutes vos parties boissons. Et évidemment, on fera des zooms pour que ça marche sur des activités événementielles. Parce qu'on sait que vous nous écoutez pour ça. Mais comme on travaille que ça soit Summit ou que ça soit nous, on travaille aussi avec des bars, des restaurants, des cafés, des hôtels qui ont aussi de la clientèle individuelle. On essaiera de faire en sorte que ça puisse toucher directement vos deux clientèles. Et ben merci beaucoup Grégory d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions très ça m'a fait plaisir. Intéressantes. C'est intéressant aussi de parler d'événementiel, j'en parle pas souvent. Et pourtant. Ouais. Non, c'était et pourtant, en ce moment, on fait la fête de façon un peu compliquée, mais normalement, en France, on aime bien se retrouver. C'est ça. Ouais. Donc, c'est qu'une question de temps, donc ça permet aux gens de prendre le temps de se préparer justement et d'avoir une super offre. Si on veut te contacter, si on a des questions particulières, c'est quoi le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi? Peut-être via LinkedIn ou peut-être via par LinkedIn email ou via LinkedIn. Bah après oui, enfin les gens peuvent m'écrire. Mon email c'est Grégory avec un y @summit.com. Voilà, Summit c'est SOMM_it.com. Ou via les réseaux sociaux. Enfin voilà, on est réactif, donc on peut nous envoyer des emails ou même nous contacter directement via le site, nous envoyer une demande si les gens veulent une démo de Summit ou ils veulent plus d'informations sur les sujets dont on vient de parler, il y a aucun souci, on est là pour ça. Et en plus sur le site pour ceux que ça intéresse, il y a toute une partie blog où il y a déjà des sujets qui sont traités qui peuvent vous aider. Effectivement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça va vous donner des idées. Merci beaucoup Grégory et à très bientôt pour notre petite série. À bientôt. Pareil. À bientôt. Merci. Ciao.